Bonjour, bonjour. Moi, c'est Nina. Je ne me suis pas trompée. Je suis enseignante en classe de toute petite section depuis maintenant 6 ans. J'attaque ma 7e année dans le 78. Voilà. C'est déjà pas mal. Bonjour, bonjour. Oh là, trop fort. Je m'appelle Anaïs. C'est bon, je ne me suis pas trompée non plus. Je suis directrice d'école, d'une école de 8 classes dans l'Académie Créteil et j'enseigne à des CE1 et l'année prochaine j'enseignerai un double niveau CE2 CM1. Et aujourd'hui on va vous présenter développer l'autonomie chez les élèves du cycle 1 au cycle 3. Si vous étiez là l'année dernière, vous allez sûrement revoir des passages qui sont des redites du travail qu'on a fait l'année dernière, puisque l'année dernière on a proposé un atelier sur les ateliers autonomes du cycle 1 au cycle 3. Donc forcément, atelier autonome, autonomie, il y a des choses qui se regroupent. Ça marche pas, merde. Attends, faut peut-être que je l'allume. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est avec les... Là, ça marche. Alors, l'autonomie en pédagogie peut se définir comme une exonération consciente du besoin de solliciter l'adulte et comme un choix d'action pour répondre à une consigne. L'enfant acquiert son autonomie en comprenant et en expérimentant qu'il peut vivre des moments en dehors de toute communication avec l'adulte. L'autonomie est donc un apprentissage et comme tous les apprentissages, il demande du temps et de l'entraînement pour le mémoriser. C'est d'abord un effort sur soi, une résistance aux tentations comme solliciter l'enseignant, détourner la consigne ou faire autre chose. Une résistance à ses pulsions et ses désirs immédiats, se déplacer, parler, etc. Il s'agit pour l'élève d'un engagement à finir l'activité, ce qui présuppose confiance en soi et conscientisation de ses propres compétences. Ainsi, pour que l'enfant soit autonome, il a besoin de sécurité et d'être en réussite sans l'aide de l'adulte. En classe, plusieurs outils peuvent être mis en place pour développer l'autonomie des élèves et aider à leur sensation de sécurité. Mais avant de vous présenter ces outils, on va se demander pourquoi est-ce que c'est utile de développer l'autonomie. Alors, il y a 2 points de vue. Du point de vue de l'élève, déjà, ça va être utile pour développer la confiance en soi de l'élève, sa capacité d'analyse, son raisonnement, sa démarche de questionnement et évidemment l'entraide entre élèves. De plus, l'enfant apprend à se détacher de l'enseignant ou de l'enseignante pour être acteur de ses apprentissages. Du point de vue de l'enseignant, du coup, il y a une libération du temps pour pouvoir observer correctement chaque élève dans le cadre d'une évaluation individuelle. Donc prendre le temps de bien évaluer, de se mettre en retrait et d'observer. Un accompagnement par un étayage plus prononcé et une individualisation du parcours de l'élève. L'enseignant va pouvoir du coup se libérer du temps pour accompagner des plus petits groupes ou pour pouvoir accompagner des élèves à besoins éducatifs particuliers. Du coup, il a beaucoup plus de temps en fait pour pouvoir répondre à chacun et aux besoins de chacun. La première étape pour développer l'autonomie des élèves, c'est avant tout de conscientiser ce moment pour les enseignants que nous sommes. Lors de notre travail de préparation, un enseignant ou une enseignante doit savoir qu'il faut organiser son temps. Le premier outil qui va être commun à tous les cycles, c'est l'emploi du temps. Ainsi, l'enseignant ou l'enseignante va intégrer dans son emploi du temps des temps destinés aux ateliers autonomes. En maternelle, c'est plutôt simple car les classes fonctionnent souvent déjà en groupe et donc on a souvent déjà des temps d'atelier. Alors qu'en cycle 2 et cycle 3, il faut un peu plus se forcer à l'intégrer pour qu'il soit un véritable objet d'apprentissage et non pas juste de l'occupationnel. Pour éviter l'occupationnel, justement, on institutionnalise les moments. Donc on prépare chaque activité autonome avec un objectif qui reste dans la zone proximale de développement de l'enfant, soit en partant sur une notion qui va être en découverte avant le travail avec l'enseignant, soit avec une activité de réinvestissement. Donc l'élève a déjà vu la notion auparavant. Et ensuite, on va essayer de faire attention à bien préparer le matériel nécessaire pour les élèves. On maîtrise également le temps, car le temps de concentration maximale d'un enfant va être différent d'un âge à l'autre.
Donc ça va être 15 minutes pour un enfant de 3-4 ans, environ 20 minutes vers 5 ans, 30 minutes vers 7 ans et 40 minutes à l'âge de 10 ans. Du coup, il va falloir prendre en compte l'âge de l'enfant pour pouvoir bien préparer l'atelier et l'adapter au niveau de l'âge et au niveau du temps de concentration. Si on prend l'exemple d'un enfant de CE1, on est autour des 7 ans, donc on va dire 30 minutes de temps de concentration. C'est pour ça qu'en classe, j'ai choisi 4 ateliers de 20 minutes. Le créneau que vous voyez qui est présenté sur la présentation, il comprend également le temps de passation et le temps de changement des ateliers. On peut bien sûr changer le nombre d'ateliers. L'année prochaine, par exemple, en CE2, CM1, je ne prévois d'avoir que 2 groupes, mon groupe CE2 et puis mon groupe CM1. Et donc seulement 2 rotations. Mais je laisse toujours entre chaque rotation d'atelier un temps de 2-3 minutes qui est minuté par un minuteur. Et ça permet aux élèves, c'est un moment où ils peuvent souffler, où là ils sont autorisés à discuter, à changer, en fait, à sortir de cette concentration de travail pour pouvoir retourner ensuite, au bout des 3 minutes, on retourne dans un nouvel atelier avec une autre rotation. Du coup, les enfants vont pouvoir se repérer et vont devoir apprendre à se repérer sans l'aide de l'adulte. Et donc, pour ça, il va falloir vraiment installer une signalétique qui va être particulière. Donc, au début, seulement avec des photos, des pictos, des images, etc. Et après, plus on passe du coup dans les classes, plus on va rajouter de l'écrit. Pas trop non plus, mais on en rajoute. Ça va leur permettre vraiment de pouvoir se repérer en fait sans l'adulte à côté et de pouvoir s'organiser selon ce qu'ils voient. Ce qui est important aussi, c'est que même si on monte dans les âges et qu'on va rajouter de plus en plus d'écrits dans les classes, il faut ne jamais oublier d'y ajouter une image ou un picto, parce qu'on pense évidemment aux élèves à besoins éducatifs particuliers. L'écrit dans l'autonomie ne doit pas être un frein et bloquer les enfants. Mais revenons un peu sur la conscientisation des propres compétences de l'enfant. Pour être en réussite, l'enfant doit savoir ce qu'on attend de lui. L'enseignement explicite a une part très importante dans le travail autonome qu'on demande aux élèves. Avant de se mettre au travail, il est donc nécessaire d'expliciter explicitement, ça fait 2 fois le même mot Anaïs, l'objectif aux élèves. En gros, l'enfant doit savoir sur quoi il va travailler et pourquoi il va le travailler. On peut mettre aussi un rappel avec des affichages, des objectifs, des découvertes, des compétences. Il y a plusieurs modèles possibles. En début maternelle et cycle 2, on passera principalement par des images et par des photos pour les accompagner. Par exemple, ici, le mur des compétences de Teacher Pirouette. Merci. Pour se lancer, les élèves ont besoin de règles, d'explications et d'un cadre. L'autonomie va rester un apprentissage constant. Il va évoluer au fur et à mesure et ils vont toujours apprendre à devenir autonomes. Donc forcément, puisqu'il faut apprendre à devenir autonome, on va passer par une méthodologie. On ne peut pas demander à un enfant d'être tout d'un coup, tiens, une activité autonome, tiens, recopie-moi le verbe être, et puis hop, salut, je m'en vais. Ça, c'est pas possible. Donc dans un premier temps, on va passer par plusieurs semaines, notamment au début de l'année, où vous allez pouvoir libérer des créneaux dédiés uniquement à accompagner les élèves dans les activités autonomes. Pour la première séance, ce qu'on peut faire, c'est donner des activités autonomes aux élèves. Après avoir expliqué les consignes, en fait, vous les laissez faire. Vous les laissez partir un peu dans tous les sens. Et au bout de 20 minutes, puisqu'on a dit qu'un atelier, par exemple, en CE1 ne dépassait pas 20 minutes, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez tout, vous reprenez vos élèves en regroupement et vous leur demandez maintenant comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui vous a dérangé. Et à partir de ce moment de regroupement, de ce moment de bilan, vous allez extraire des règles et le cadre pour travailler en atelier autonome. C'est finalement vos élèves qui vont trouver ce dont ils ont besoin. Par exemple, ici, vous avez l'exemple de ma classe de CE1 cette année, qui, après avoir testé les activités autonomes avec un brouhaha pas possible, mais c'était normal, c'était prévu aussi, ils ont pu extraire de ces 20 minutes ce dont ils avaient besoin pour travailler. Et comme ça venait d'eux, ça met forcément plus de sens, comme quand on propose de créer des règles de classe. Vaut mieux que les règles de la classe viennent d'eux que de nous, parce qu'ils s'impliquent plus dans cette participation. Ça ne veut rien dire. C'est bon ? Ah non, j'ai pas fini, je suis perdue. Alors, le papier, c'est bien. Ensuite, dans les séances suivantes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez accompagner les élèves petit à petit
à mesure que les séances vont passer, les élèves vont gagner en autonomie. Dans les premières séances, vous serez avec eux, vous les accompagnerez. Ok, tu as fait cet exercice, maintenant regarde ce qu'il faut faire à la suite. Et petit à petit, vous allez libérer vos élèves en autonomie et commencer à prendre des groupes, ou alors des élèves en individuel. Et donc, en fait, petit à petit, au fil des semaines, et ça prend même pas une période, vos élèves vont s'habituer à travailler en autonomie sans avoir besoin de vous, parce que vous leur aurez donné et les affichages dont ils vont avoir besoin, et les apprentissages dont ils vont avoir besoin, et toute la méthodologie pour que ça se passe au mieux pour chacun et qu'ils restent dans l'activité jusqu'au bout. Il faut savoir qu'il va y avoir des échecs, beaucoup, mais il ne faut vraiment pas perdre l'objectif que les échecs vont leur faire apprendre, et que tout le temps qu'on va y passer, il ne sera pas perdu. C'est du temps qu'on va gagner pour la suite. Moi, je sais que je passe, après ils sont tout petits, donc c'est particulier, mais je passe toujours 2 périodes à vraiment tout mettre en place, etc. Et je sais qu'à partir du mois de janvier, ça roule et on peut y aller. Donc, il va y avoir des retours en arrière, il va y avoir des journées qui ne vont pas se passer comme on l'avait prévu. Mais il ne faut vraiment, vraiment pas abandonner et se dire qu'en fait, c'est un apprentissage vraiment constant sur tous les points. Voilà. Du coup, là, on va vous parler des outils qu'on peut mettre en place pour travailler l'autonomie. Donc là, ça va surtout être en cycle 1. Donc il y a les étoiles de l'autonomie que j'ai mis en place dans ma classe depuis 4 ans maintenant. En toute petite section, les chaussures, c'est très compliqué à mettre. Ça peut prendre parfois très, 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 très longtemps. Et du coup, pour les motiver, en fait, je leur offre une étoile quand ils réussissent à mettre eux-mêmes. Donc je ne prends pas en compte les scratchs, les lacets, etc. C'est vraiment réussir à enfiler. Donc dans un premier temps, je vais les observer. S'ils me demandent de l'aide, je vais les aider. Et par la suite, ils vont être hyper fiers de me dire j'ai réussi, regarde mes traits, j'ai mis ma chaussure tout seul. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, je leur offre une étoile donc, pour les chaussures, pour les chaussons quand on revient de récréation, et pour enfiler le manteau. Donc pareil, je ne prends pas en compte le fait d'attacher le manteau. Parce qu'encore une fois, ils sont vraiment tout petits. Et précisons que ceux qui n'ont rien sur la photo, c'est parce qu'ils ne sont pas encore arrivés dans ta classe. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste qu'ils n'ont pas encore réussi, mais petit à petit, ils ont tous une étoile. Et le tableau, après, je ne m'en sers plus parce qu'ils y arrivent et ils n'en ont plus besoin. Ensuite, au niveau des... Donc ça concerne vraiment les ateliers individuels de manipulation. Donc, ils vont choisir eux-mêmes l'atelier qu'ils veulent. Et quand ils l'ont validé, ils me montrent et on colle ensemble. Je leur montre qu'ils ont validé, donc je leur colle la gommette. Et ensuite, ils vont ranger l'atelier tout seul. Ça marche pas, ce truc. Hop. Donc là, c'est des inscriptions en atelier. Donc c'est pareil, c'est pour les encourager à être moteurs, eux, et être autonomes. Donc ils vont choisir... Donc, en gros, on accroche sur chaque feuille les ateliers du matin et ils vont aller s'inscrire eux-mêmes sur l'atelier qu'ils veulent faire. Donc il y a un nombre de places proposées et du coup, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de scratch, ils vont sur un autre atelier. Et ils peuvent échanger en fait à chaque fois. S'ils voient qu'il y a une place qui s'est libérée, hop, ils peuvent aller switcher et prendre une autre place. Au niveau des plans de travail ou des feuilles de route, donc on peut proposer aux élèves des activités à faire en autonomie, soit sur la journée, soit sur la semaine, voire même plus. L'enseignante choisit le temps qu'il faut pour pouvoir les faire. La feuille de route ou le plan de travail va être un support vraiment visuel pour pouvoir permettre aux élèves de s'organiser comme ils le souhaitent. Donc, passons aux outils qu'on peut utiliser en cycle 2 et 3. Il y a les plans de travail. Si vous avez vu sur la photo précédente, il y avait un exemple de plan de travail en maternelle et un exemple de plan de travail avec les CP. Donc forcément, plan de travail et feuille de route, ça fonctionne également sur du cycle 2 et du cycle 3. Elle est belle, cette classe. Alors, un outil qui va aider les élèves à développer leur autonomie et à travailler sans avoir besoin de l'enseignante. Vous le connaissez tous, c'est les affichages. Tout simplement parce qu'un enfant qui va être dans une activité de réinvestissement, notamment,
Il va avoir besoin d'un support, ça peut passer par un cahier de leçons, par exemple, mais ça passe également par les affichages que vous allez avoir au mur. Ici, il y en a un que j'ai fait par moi-même et puis un autre qui a été créé par des élèves au moment de l'APC. Donc, c'était des élèves qui faisaient, les élèves en APC, créer les affichages pour le reste de la classe. Ensuite, on a les aides individuelles. Donc, comme je le disais, il y a parfois le cahier de liaison, mais ça peut être dur pour certains élèves de se repérer dans le cahier de leçons parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs leçons et qu'on ne sait pas toujours comment bien se repérer dans ce cahier. Donc, ce que j'ai mis en place dans ma classe, c'est différentes petites aides individuelles sur lesquelles ils vont avoir une ou plusieurs informations. Donc là, par exemple, on a les porte-clés des tables de multiplication qu'ils vont pouvoir prendre pour poser les multiplications, pour répondre aussi s'ils ont besoin aux étoiles, aux ceintures de compétences. Donc là, ils ont uniquement les multiplications. Quand ils ont des calculs posés, ils vont avoir les guides de calcul qui sont disponibles également pour poser le calcul avant de le mettre au propre sur son cahier, si besoin. On a également ici les mémos de table donc, qui sont normalement fixés sur un petit cadre Ikea, d'ailleurs, premier prix, ça fonctionne très bien. Ils sont mis sur des anneaux et donc ils tournent. Donc ils sont posés sur des tables dans la classe à différents endroits et les enfants n'ont plus qu'à tourner. Il y a une page par notion. Et enfin, la dernière aide qu'ils peuvent avoir, c'est donc le sous-main d'aide. Ici, c'est la version CE1. Donc là, j'ai remis toutes les informations qui me paraissaient importantes pour le CE1. Il est recto verso. Et du coup, les élèves s'y réfèrent en cas de besoin en activité autonome. Ensuite, on a évidemment le tutorat. Comme on le disait tout à l'heure, d'un point de vue de l'élève, les ateliers autonomes vont développer l'entraide. Et pour les élèves qui auraient le plus de difficultés à rester concentrés dans l'activité ou à s'orienter dans la classe, dans les apprentissages, on va demander à un autre élève d'être tuteur de cet élève et de l'accompagner. Pour que ce soit facilement identifiable, en fait, pas forcément, j'aime pas l'idée de pointer un enfant tuteur pour un autre enfant, parce que cet enfant, au bout d'un moment, on va pas se mentir, il en a marre de jouer le tuteur toute la journée et puis de se dire c'est toujours moi qui dois accompagner. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des colliers de tutorat. Donc là, c'était il y a 3 ans. En fait, je suivais une partie de ma classe dans le niveau suivant et j'en récupérais une partie d'autres élèves qui ne connaissaient pas le fonctionnement en classe flexible. Et donc, les élèves qui étaient déjà avec moi l'année dernière s'étaient vus remettre, s'ils en avaient envie, le collier de expert flexible et ils accompagnaient les enfants justement dans ce développement des ateliers autonomes et du fonctionnement en flexible. Donc, on peut imaginer, c'est aussi un moyen de valoriser le tuteur, que les enfants aient un collier, une étiquette, un badge, quelque chose sur lequel ils seraient facilement identifiables par les autres élèves et ils sauraient que plutôt qu'aller voir l'enseignant qui est occupé sur autre chose, ils peuvent aller voir un de ces élèves-là pour les aider. Et enfin, surtout partie cycle 3, on a toujours la gestion du cahier. On le sait, la gestion du cahier, c'est vraiment pas l'idéal. On a beaucoup d'enfants qui vont avoir du mal à se repérer, qui auront du mal à tenir leur cahier. C'est aussi toute une méthodologie à avoir en début d'année. Et ce qu'on peut faire pour les aider pour les aider à gérer cette mise en page du cahier, qui peut vraiment être un frein pour les élèves en autonomie, c'est de leur montrer des trames de tenue de cahier. Donc là, c'est assez simple. Le fonctionnement que vous voyez sur cette feuille, il est accroché dans la classe en affichage. Il est explicité, travaillé tout au long des semaines en début d'année, à peu près toute la première période. Je fais répéter à mes élèves combien de carreaux est-ce qu'on saute avant la date, après ça, qu'est-ce qu'on fait. Et je les fais répéter. Et puis ensuite, pour que ce soit vraiment clair pour eux, en fait, j'utilise exactement les mêmes signalétiques sur mon tableau. Donc j'ai rajouté un bout de scotch d'électricien sur le côté du tableau, du scotch rouge, ce qui fait la marge. J'ai imprimé les petits ronds verts que vous voyez là, qui signifient qu'il faut sauter une ligne ou sauter des carreaux. Et donc les enfants ont la même version au tableau que sur leur cahier. Et ensuite, s'ils ont besoin, on a et l'affichage, et ils ont également des petits modèles plastifiés à disposition dans la classe pour l'avoir directement sous les yeux s'ils ont besoin pour reprendre la trame de la tenue du cahier. Parce que plus le cahier va être propre, aéré, plus ils vont arriver à se relire, plus ils vont gagner confiance en eux. Et plus ce sera facile pour vous qui n'avez pas été là et qui allez devoir à un moment évaluer le travail qui a été fait en autonomie, de se relire. Je l'ai pas encore lu. Alors pour ma défense, j'ai pas lu son livre, mais je l'avais pas avant. Bravo la copine.
Elle me l'a donné qu'hier. C'est un peu long. Alors, pour aller plus loin dans les lectures. Alors évidemment, il y a plein de livres sur le sujet de l'autonomie, mais là, nous, on va vous parler que de ce qu'on connaît, de ce qu'on a lu, ou, dans le cas de Nina, de ce qu'on a écrit. Donc, dans le livre « Accueillir et enseigner en TPS et PS », écrit par Nina et Ève, vous trouverez tout un chapitre sur l'autonomie dès la TPS. Donc, dans un premier temps, on va développer l'autonomie physique et motrice, puis ensuite, il y aura la motricité fine en autonomie, et enfin, pour pouvoir acquérir à la suite une autonomie plus globale qui est dite l'autonomie matérielle et spatio-temporelle. Ça, c'est toute une partie du livre vraiment qui est concentrée uniquement à ça. Il y a 3 grandes parties dans le livre et la dernière, elle est sur l'autonomie. Si vous voulez feuilleter le livre, il est sur le site le stand Nathan. Quels sont les autres? De quoi? Quels sont les autres? Il y a langage et sociabilisation. Je l'ai relu quand même. J'ai fait la relectrice quand même, je le connais. Et ensuite, 2 livres que j'ai lus qui m'ont beaucoup aidé pour développer l'autonomie des élèves. Donc, c'est le livre Enseigner en classe flexible qui est écrit par Anne, Evie, Adeline, Aurélia et Séverine qui ne sont pas là aujourd'hui, malheureusement, mais on pense fort à elles. Qui a vraiment toute une partie sur justement la gestion de l'autonomie dans la classe flexible, parce que c'est quand même le gros sujet pour développer la classe flexible. Et enfin, un livre que j'ai trouvé également très intéressant, et on revient sur l'élève avec l'entraide et la coopération. C'est donc la coopération, ça s'apprend, de Sylvain Connac, qui vous propose la partie théorique, mais également des fiches d'activités avec des idées d'activités à mettre en place pour développer et la coopération avec vos élèves, mais également l'autonomie des élèves. Donc vraiment, s'il y a 3 livres qu'on peut vous recommander du cycle 1 au cycle 3, c'est ceux-là. Après, il y en a sûrement d'autres, mais on ne les a pas lus. Et slide suivante. Est-ce que vous avez des questions? Ayez au moins une question. Non? Trop fort? Oui, il y a du temps encore. Ouais, il reste 8 minutes. Non, il n'y a aucune question. Ah si, là. Oui. En maternelle? Moi, en fait, je le fais au retour de la récréation le matin. En gros, mes élèves partent à la cantine à ce moment-là, donc à 11h30. Et donc, j'ai ceux qui restent à la maison de 11h30 à midi. Donc, en fait, je vais le faire avec eux pas en grand groupe, du coup, parce qu'il ne me reste pas beaucoup à ce moment-là. Et du coup, l'après-midi, je vais le proposer justement aux enfants qui sont dormis à l'école et qui se réveillent de la sieste. Et donc, en fait, ça me permet de travailler et avec les uns le matin et avec les autres l'après-midi. Et en général, ceux qui veulent venir faire l'atelier, ils viennent. Après, je les force jamais, moi, en toute petite section, à venir le faire. J'essaye de leur proposer, de leur montrer. Mais après, s'ils veulent pas, je les laisse aller sur les autres ateliers. Il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Ok. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. On aurait une petite demande particulière avant que vous partiez. Est-ce qu'on peut rallumer les lumières de la salle, s'il vous plaît? On aimerait bien faire une photo avec vous tous, si ça vous va. Du coup, restez assis.